Quand la nuit se déchire à Ouagadougou, ce n'est pas seulement un homme qui vacille, c'est la souveraineté d'un peuple tout entier qui est visé dans l'obscurité. Un frisson glacial parcourt la capitale, où chaque silence pèse comme une menace invisible et chaque ombre semble chargée de secrets. Dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants, ce genre de nuit réveille non seulement la peur, mais aussi la mémoire collective. Car les Burkinabés n'ont pas oublié les coups d'État passés, les révoltes, les nuits de tension où tout peut basculer. Il est environ 2h30 lorsque des véhicules sans plaques, radio-militaires hurlantes, approchent la résidence du capitaine Ibrahim Traoré, chef de la transition. Les témoins du quartier Kossiam parlent de silhouettes furtives, de phares éteints, d'une organisation qui ne laisse rien au hasard. L'attaque est chirurgicale. Explosion brève, rafale précise, puis un silence oppressant retombe sur la ville. En quelques instants, la riposte s'organise. Les rues sont verrouillées, les téléphones coupés, l'espace aérien fermé, le couvre-feu imposé. À travers les avenues désertes, on entend l'écho lointain des sirènes. Les habitants, retranchés chez eux, retiennent leur souffle, suspendus à l'issue de cette nuit de plomb. Au matin, les experts s'accordent, rien d'amateur dans cette opération. La coordination, la technologie, la discipline trahissent la main de professionnels aguerris, peut-être venus de l'ombre des services étrangers. Les détails sont troublants. Utilisation de brouilleurs électroniques sophistiqués, neutralisation rapide des dispositifs de sécurité, communication codée entre les assaillants. La question s'élargit alors. Simple coup d'État raté ou symptôme d'une guerre silencieuse où s'affrontent des puissances invisibles. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre. Certains évoquent des mercenaires, d'autres parlent de l'influence de sociétés militaires privées. La peur se mêle à la colère, l'incertitude grandit à chaque minute. Et si cette attaque n'était qu'un signal, le sommet d'un iceberg de déstabilisation? Derrière la cible officielle, c'est l'équilibre d'un pays, l'autonomie d'un continent, l'espoir d'un renouveau africain qui sont en jeu. De nombreux Burkinabés font le parallèle avec les événements survenus en Libye en 2011, où une opération éclair avait précipité la chute d'un régime. Les enjeux dépassent le sort d'un chef ou d'un régime. C'est la capacité d'un peuple à décider librement, à protéger ses ressources, à écrire sa propre histoire face aux ingérences étrangères qui basculent cette nuit-là. Comme en République démocratique du Congo à la fin des années 90, où les enjeux de souveraineté se jouaient autour de la maîtrise des richesses minières, le Burkina Faso est aujourd'hui au centre d'une nouvelle lutte. Pour saisir la portée de cet assaut, il faut plonger dans les forces en présence, décrypter le contexte brûlant du Burkina Faso et comprendre comment la guerre moderne se joue autant dans l'ombre que sous les projecteurs. Les analystes parlent d'un soft power devenu hard, une influence qui ne passe plus par les discours, mais par des actes concrets et audacieux. À l'aube, alors que la ville se réveille sous tension, une vérité s'impose. Rien ne sera plus comme avant. Pour comprendre l'enjeu de cette nuit, il faut remonter le fil des tensions et alliances qui traversent le Sahel depuis plusieurs années. D'où vient cette tension extrême qui électrise le Burkina Faso? Pourquoi ce pays devient-il le centre névralgique des enjeux africains? Pour saisir l'ampleur du bouleversement, il faut revenir à l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il y a un peu plus de 2 années, dans un contexte de crise sécuritaire aiguë. Dès son investiture, Traoré tranche net. Il rompt les accords militaires avec l'Occident, mettant fin à la tutelle des forces étrangères sur le sol burkinabé. Ce geste, loin d'être anodin, déclenche une vague de changements inattendus. Le souvenir du retrait des troupes françaises du Mali plane sur les esprits. En quelques mois, toute la région bascule dans une nouvelle ère. Le gouvernement reprend le contrôle des mines d'or et de manganèse. Désormais, chaque once d'or, chaque tonne de manganèse finance des écoles, des hôpitaux, la sécurité des villages. Le slogan officiel proclame une souveraineté retrouvée, mais derrière ce mot se cache une révolution silencieuse. L'ancien modèle politique et économique s'effondre. Le Burkina Faso s'inspire du Ghana, qui, dans les années 60, avait tenté de nationaliser son industrie minière pour financer son développement. Traoré ne s'arrête pas là. Avec le Mali et le Niger, il fonde l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce pacte n'est pas qu'une alliance militaire. Il incarne le financement autonome de la sécurité régionale. Pour la première fois, 3 États choisissent d'assurer leur défense sans l'aide des bailleurs traditionnels ni des dispositifs occidentaux. C'est une déclaration d'indépendance, aussi concrète que symbolique. Les populations se souviennent des promesses non tenues de la MINUSMA au Mali et veulent désormais reprendre leur destin en main. L'inquiétude monte. À l'ouest, on parle de dérive, de menaces régionales. Les alliances sont bousculées, les anciens équilibres vacillent.
Ce qui se joue, c'est la capacité de nations africaines à exister, commercer, se défendre, raconter leur histoire, sans tutelle étrangère. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, on observe avec attention la trajectoire du Burkina Faso, certains y voyant un modèle, d'autres un risque d'isolement. Mais cette quête d'autonomie n'est pas sans péril. Chaque pas vers l'indépendance fait naître de nouvelles tensions. Le Burkina Faso ne joue plus seulement son avenir, il incarne l'espoir et la crainte d'un modèle AES qui pourrait inspirer tout le continent. Pour les puissances établies, chaque victoire burkinabé devient un acte de défiance. La moindre réforme, la moindre réussite résonne comme un signal d'alarme. Mais ce bras de fer ne se limite pas aux discours officiels ou aux signatures d'accords. Dans l'ombre, d'autres forces s'activent, prêtes à tout pour saboter cette dynamique d'émancipation. Comme lors de la crise ivoirienne de 2010, où la désinformation et les pressions économiques avaient bouleversé le cours des événements, le Burkina Faso fait face à des armes invisibles et redoutables. L'attaque contre la résidence présidentielle ne relevait pas d'un simple putsch. Tout, depuis la planification jusqu'à l'exécution, portait la marque du XXIe siècle. Derrière le vacarme des armes s'infiltraient des méthodes empruntées aux sociétés militaires privées et aux services de renseignement étrangers. Première preuve accablante, l'usage méticuleux de brouilleurs électroniques, capables de plonger les communications dans le silence et de paralyser les défenses. Sur les réseaux sociaux, la manipulation de l'information précédait la première explosion. Fausses alertes, vidéos falsifiées, rumeurs orchestrées, la confusion s'installait, contaminant la population et désorientant les militaires. Au sol, des équipes mobiles en civil menaient la reconnaissance et multipliaient les diversions. De petits groupes armés frappèrent avec une précision clinique. Tout était orchestré, chaque déplacement, chaque message, chaque tir s'intégrait à une chorégraphie stratégique redoutable. Les analystes militaires évoquent une opération inspirée par les tactiques utilisées lors de l'intervention en Libye, où des forces spéciales étrangères avaient mené des actions similaires pour désorganiser les défenses adverses. L'opération évoquait aussi les interventions menées en Syrie ou dans les Balkans. À Sarajevo, en 1995, des opérations clandestines avaient visé à semer la confusion et à préparer le terrain à des négociations imposées. Mais l'enjeu ici semblait plus grave. L'innovation tactique ne visait pas un régime pro-occidental, mais une puissance affirmant haut et fort sa souveraineté retrouvée et brisant les anciennes règles du jeu international. Ce type de mission a un prix, entre 8 et 15 millions de dollars, selon des analystes africains et européens. Ces sommes énormes se dissimulent derrière des aides stratégiques, des budgets masqués en projets humanitaires ou défensifs, ne laissant presque aucune trace directe. Par exemple, lors de la crise centrafricaine, des financements internationaux avaient été détournés pour soutenir des acteurs armés locaux, brouillant les pistes et rendant toute enquête complexe. Le vrai message ne réside pas dans la violence, mais dans la démonstration. Si le Burkina Faso peut être ciblé avec une telle sophistication, c'est parce qu'il incarne une nouvelle équation, celle d'une indépendance affirmée face à une ingérence désormais invisible. Toutes les analyses convergent. Il ne s'agissait pas d'une mutinerie hasardeuse, mais d'une offensive méthodique, conçue par des professionnels pour ébranler et semer le doute. L'enjeu est immense. La capacité du Burkina Faso à résister à ce genre d'assaut conditionne l'avenir de sa souveraineté, mais aussi l'espoir ou la peur que nourriront d'autres nations africaines. S'il tient, il devient un symbole. S'il cède, c'est tout un continent qui pourrait douter de son droit à choisir sa voie. Mais derrière ces faits, une question ronge. Qui a orchestré une attaque d'une telle ampleur et dans quel but exact ? L'enquête s'annonce périlleuse, car la vérité, elle aussi, se dissimule dans l'ombre. À cet instant, les regards se tournent vers les grandes puissances, mais aussi vers des acteurs non étatiques, capables de manipuler la réalité à distance. Quand l'aube se lève, la guerre ne fait que changer de visage. Fini le vacarme des armes, place à la fureur des récits numériques. Sur les écrans, les combats se poursuivent, invisibles mais tout aussi féroces. À Ouagadougou, le calme apparent dissimule un nouvel assaut, plus perfide encore, qui s'abat sur les réseaux sociaux et les téléphones portables. Dans cette nouvelle arène, les projectiles sont des mots, des vidéos manipulées, des messages audio déformés. En coulisses, des rumeurs surgissent dans des groupes privés, des deepfakes fabriquant de faux témoins, inventent de prétendus traîtres au sein de l'armée, diffusent des arrestations fictives. En moins de 24 heures, des images truquées et des fausses informations envahissent votre messagerie cryptée et feed d'actualité. L'objectif reste clair, semer la discorde parmi les forces de sécurité, miner la confiance du peuple,
faire douter la nation de la légitimité de ses institutions. La désinformation devient l'arme absolue de cette ère. Chaque message viral cache une intention précise: déchirer le tissu social, isoler les responsables, préparer le terrain à la contestation, voire au chaos. Désormais, la bataille se livre sous les yeux du monde entier, démultipliée par la viralité numérique. Des comptes anonymes propagent des hashtags menaçants, d'autres publient en queue de prétendues listes de mutins ou dénoncent d'imaginaires pactes avec l'étranger. La confusion s'installe. Tout citoyen devient à la fois cible et relais, piégé dans une guerre de l'ombre. Face à cette tempête, les autorités optent pour la sobriété, communiquer bref, refus de répondre à la provocation. Pas de cri de complot, mais une campagne d'éducation aux médias, incitant chacun à vérifier les sources, à exercer son esprit critique. Le ministère s'allie à des collectifs citoyens, des journalistes démontent les fausses vidéos, des influenceurs dissipent les rumeurs, et le mot dièse, main hors du Burkina Faso, s'impose, symbole d'une solidarité panafricaine contre l'ingérence. L'information n'est plus un simple outil, mais un enjeu de souveraineté. Qui maîtrise le récit façonne la réalité et, par conséquent, le pouvoir. La désinformation n'est pas un bruit de fond. C'est une arme redoutable, brandie par ceux qui cherchent à reprendre la main ou à étouffer l'émancipation d'un peuple. Dans ce laboratoire de résistance, chaque citoyen doit apprendre à déchiffrer, à repérer les pièges narratifs dressés dans la précipitation et l'émotion. Si le Burkina Faso perd cette bataille narrative, la menace dépasse le cadre d'une crise politique. Le pays s'expose à l'isolement diplomatique, à la défiance de ses partenaires africains, à l'affaiblissement de son rêve indépendantiste. L'enjeu est vital: affirmer la capacité d'un peuple à défendre son histoire et son avenir face aux manipulations extérieures. Mais ce combat déborde déjà les frontières. Dans les chancelleries, les rédactions, sur les réseaux, la réaction du monde entier commence à révéler la portée véritable de l'événement. Déjà, des éditoriaux dans la presse européenne s'interrogent sur la perte d'influence en Afrique de l'Ouest, tandis que des groupes panafricains appellent à la solidarité et à la vigilance. Désormais, tous les regards convergent vers Ouagadougou. Ce qui se joue ici pourrait redéfinir l'équilibre des forces sur tout le continent. Des délégations diplomatiques débarquent, des réunions d'urgence s'organisent, à l'Union africaine, la CEDEAO hésite à condamner ou à soutenir. Chaque mot, chaque silence est interprété comme un signal politique. Ce qui s'est joué à Ouagadougou dépasse les frontières du Burkina Faso. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut devenir la cible de forces invisibles, capables de frapper sans prévenir. L'attaque contre le capitaine Traoré n'était pas un simple attentat. Elle révèle une mutation profonde des menaces contre la souveraineté africaine. Désormais, la guerre ne se livre plus seulement à découvert. Elle serpente dans l'ombre à travers des réseaux numériques, des flux d'argent invisibles et la manipulation de l'opinion publique. Chaque citoyen devient un maillon vulnérable, chaque État une cible mouvante. On pense à l'exemple de l'Estonie en 2007, où une simple cyberattaque avait paralysé tout un pays pendant plusieurs jours, rappelant que la puissance ne réside plus seulement dans les chars, mais dans l'information. Première leçon, renforcer la cybersécurité nationale est devenu vital. Cela passe par la surveillance des flux de financiers suspects. L'argent des déstabilisations ne voyage plus dans des valises, mais glisse d'un serveur à l'autre grâce aux crypto-monnaies et à des transactions électroniques complexes. Les États africains doivent investir dans des outils performants, former leurs équipes et s'entourer d'experts capables de détecter la menace avant qu'il ne soit trop tard. Par exemple, l'Afrique du Sud a récemment créé une agence de cybersécurité dédiée à la protection des infrastructures stratégiques, un modèle à suivre. Autre enjeu crucial, maîtriser la communication officielle. Limiter les fuites, contrôler le récit national et éviter la propagation des rumeurs sont devenus des priorités absolues. À l'ère des réseaux sociaux, une information manipulée peut provoquer la panique et renverser un pouvoir plus vite qu'une armée en marche. Au Nigeria, lors des élections de 2019, de fausses nouvelles avaient failli provoquer des émeutes, prouvant que la bataille de l'opinion est désormais centrale. Aucune nation ne peut résister seule à ces attaques hybrides. C'est pourquoi la coopération panafricaine devient indispensable. Partage du renseignement, coordination des réponses, solidarité face aux tentatives de déstabilisation. L'union fait la force, surtout lorsque l'ennemi avance masqué. Un exemple frappant, le G5 Sahel, bien qu'imparfait, a permis de mutualiser les efforts face au terrorisme, illustrant la nécessité d'une réponse collective. Pour briser le cycle de dépendance, il est essentiel de réduire le recours à l'aide conditionnée qui piège plus qu'elle ne libère.
Investir massivement dans l'éducation numérique, la formation technologique et la création de réseaux souverains sont les clés d'une véritable autonomie. Une jeunesse formée et connectée est la meilleure défense contre l'influence étrangère. Le Rwanda, avec son programme Smart Rwanda, montre la voie en dotant chaque étudiant d'outils numériques et d'une formation à l'esprit critique. Mais aucune stratégie ne tiendra sans la confiance du peuple. Reconstruire ce lien, écouter les citoyens, associer la société civile à la vigilance collective, voilà la vraie garde avancée de la souveraineté. Celle-ci n'est pas un statut, mais un combat quotidien, fait de résilience et d'adaptation. On le voit dans les comités de vigilance citoyenne à Ouagadougou, qui surveillent les quartiers et alertent les autorités en cas de menace. Ignorer ces leçons, c'est s'exposer à la vulnérabilité, à la perte d'autonomie et à la confiscation d'une chance historique de renaissance. La menace est réelle, mais les réponses existent à condition de rester vigilant. Comme l'a prouvé l'Islande en 2008, lorsqu'une crise bancaire internationale a failli ruiner le pays, la solidarité et l'engagement citoyen peuvent transformer l'adversité en force. Ce n'est qu'en affrontant ces nouveaux périls à visage caché que les peuples africains pourront espérer préserver leur avenir. Mais la prochaine étape sera décisive. Il s'agit désormais de transformer l'alerte en un sursaut collectif. Lorsque le drapeau flotte encore sur Ouagadougou, il ne s'agit pas seulement d'une victoire militaire. C'est le signal muet d'un réveil, d'une souveraineté qu'il faut défendre chaque jour, bien au-delà des barbelés et des barricades. Car la bataille principale se poursuit désormais dans les coulisses, là où la désinformation et la guerre des récits redessinent silencieusement le sort d'un continent. Fermer les yeux sur cette lutte invisible, ce serait accepter de devenir simple spectateur de sa propre histoire. Ce serait risquer de voir s'effriter morceau par morceau le rêve d'une Afrique souveraine sur sa narration et ses ressources. Chaque tentative d'ingérence, même la plus subtile, teste la résilience collective et la capacité d'un peuple à tenir debout. Désormais, l'enjeu dépasse la sécurité d'un homme ou la stabilité d'une capitale. Il s'agit de la dignité, de l'autonomie et de l'avenir d'un peuple tout entier. Le Burkina Faso nous rappelle que la lucidité et la solidarité sont nos meilleures armes. Refuser la confusion, séparer le vrai du faux, c'est déjà résister. C'est dans la vigilance partagée et l'engagement commun que réside la clé d'une indépendance durable. Car aujourd'hui, les frontières du combat ne figurent plus sur une carte. Elles traversent l'espace des idées, des récits, des perceptions. Le drapeau ne flotte pas seulement pour célébrer l'échec d'un commando dans la nuit. Il rappelle que chaque victoire narrative, chaque geste de solidarité, chaque prise de conscience prépare la prochaine étape de la Renaissance africaine. Si les peuples n'écrivent pas eux-mêmes leur histoire, d'autres s'en chargeront à leur place. Ce nouvel épisode de l'histoire burkinabé n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique continentale plus large, où la jeunesse, les femmes, les diasporas s'organisent pour défendre et réinventer la souveraineté africaine. À Dakar, à Abidjan, à Addis Abeba, des forums citoyens émergent, des collectifs d'intellectuels s'engagent. Des mouvements artistiques s'emparent du récit national. Pour conclure, souvenons-nous de la leçon de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, la révolte prend une forme nouvelle. Elle consiste à défendre l'intégrité numérique, la vérité, la mémoire collective, l'unité face à la division. Chacun, à son niveau, peut résister, en refusant de relayer les fausses nouvelles, en s'engageant dans la vie associative, en exigeant la transparence et l'éthique de ses dirigeants. Les écoles peuvent organiser des ateliers de sensibilisation aux médias, les radios communautaires diffuser des messages d'alerte, les plateformes locales développer des systèmes d'alerte précoces. Ainsi, la nuit de Ouagadougou ne restera pas seulement dans les annales comme une tentative avortée de déstabilisation. Elle sera le point de départ d'une nouvelle vigilance, d'une conscience accrue de la fragilité et de la force de la souveraineté. Et vous, êtes-vous prêt à écrire l'histoire ? La réponse à cette question, c'est chaque Burkinabé, chaque Africain qui la portera dans ses actions quotidiennes, car l'avenir ne se subit pas, il se construit chaque jour dans la lumière comme dans l'ombre.